la question posée sur l'explication. Très vite. La première explication, c'est que de plus en plus de familles sont laissées à volo et ne peuvent pas trouver au sein de la famille élargie le soutien qui leur serait nécessaire. Et une des questions premières qui est posée, je le dis depuis 30 ans, 40 ans, comme juge pour enfants, mais comme militant de manière générale, le premier des droits des enfants de France, c'est d'avoir des adultes responsables en face d'eux. Et là, pour le coup, le Parlement n'a pas joué son rôle. Ça fait 20 ans qu'on lui demande, j'allais dire, de clarifier les responsabilités au sein de la famille. Et quand des gamins sont à toute puissance à 5 ou 6 ans, ils deviennent ce que certains deviennent aujourd'hui à 12, 14, 15 ans. En d'autres termes, on a un enjeu majeur de venir dire au sein de la famille qui est en situation de responsabilité d'abord, je pense aux beaux-pères, aux belles-mères, etc. Ce qui représente au passage 8 millions de Français concernés, 2 millions d'enfants, 2 millions de pères, 2 millions de mères, 2 millions de beaux-pères et de belles-mères. C'est quand même 12% de la population. Mine de rien, pour le 20h à la télé, ça cause, quoi. Ça peut causer. Mais deuxièmement, et c'est le point important, il faut venir et passer au passage. Quand j'ai dit ça au PS un jour, ils m'ont dit t'es révolutionnaire, et passer de l'autorité parentale à la responsabilité parentale. J'ai de l'autorité parce que j'ai une mission. Et mission et autorité, arrêt de Fouriani du Conseil d'État, c'est le concept de responsabilité. La gauche a peur du mot responsabilité. Alors que c'est un mot simple. Plutôt que de dire combien tu as d'enfants, combien tu as en charge d'enfants. Alors tout ça pour dire, premier point, il faut clarifier le droit de la famille. C'est la première démarche de prévention. Deuxièmement, et surtout, et je terminerai avec ça, pour pas être long, le constat qu'on doit faire, c'est que sur 20 ou 30 ans, État et département et État, ont laissé filer tous les services de proximité, de soutien, d'étayage, d'accompagnement aux familles les plus fragiles. Santé scolaire, service social scolaire, rapport Beaupère du Conseil économique et social de 1976, c'est pas d'aujourd'hui. PMI, rapport Perron, il n'y a pas très longtemps. Maison du handicap, où effectivement un certain nombre d'enfants sont scolarisés en Belgique. Au passage, il ne faut pas interdire que les enfants soient scolarisés en Belgique, Isabelle. Il faut faire en sorte que tous les enfants puissent être scolarisés en France. Mais en Belgique, quand c'est possible, pas un problème. Mais pas parce qu'ils sont... Mais... Oui, oui. Mais dotons-nous des moyens qui n'ont... Bah, c'est ce que je veux dire en plaisantant. Enfin, tu as compris, c'est pas une critique. C'est un brin d'humour. En sachant que des enfants parfois partent de Paris pour aller en Belgique, pas seulement de la frontière belge. Allez, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est service social scolaire, service de santé scolaire en crise, PMI en crise, maison du handicap en crise, psychiatrie infantile en crise, depuis peu pédiatrie en crise. J'en passe et des meilleurs. En d'autres termes, et ici ce mot est important, je le tiens publiquement, mais je le dis publiquement, généralement, mais la société d'aujourd'hui est moins protectrice que le patronat libéral de la fin du XIXe siècle à l'égard des ouvriers. Parce que quel était l'enjeu? C'est que les ouvriers soient à l'usine le lundi matin. Et ils avaient du logement, ils avaient la fanfare, ils avaient le club de foot, ils avaient l'accompagnement, et on les accompagnait. Il y avait une démarche communautaire, quelque part. Et là, les gens sont renvoyés à l'isolement. La plupart des familles dont nous préoccupons, c'est des enfants isolés au sein de la famille, des familles isolées au sein de la société. C'est l'isolement qu'il faut combattre. Et donc, il faut aller vers. Il faut revivifier, non pas seulement les professionnels, mais la société civile. Ce qu'on avait fait dans les opérations d'été en direction des jeunes en difficulté. Voilà, donc pour répondre à votre question, pour en terminer, je pense que s'il y a une augmentation massive de la mobilisation des services sociaux au point où ils sont, j'allais dire, submergés, c'est parce que la crise sociale a produit effectivement plus que jamais de la souffrance sociale et qu'il faut gérer, comme le dit Isabelle dans son rapport, maladroitement, c'est-à-dire qu'on prend en charge socialement des enfants qui sont porteurs de handicap et par définition on ne leur apporte pas la réponse qui est à la hauteur, et ça on le sait. Et le magistrat que je suis peut témoigner effectivement que de tout temps, mais encore plus aujourd'hui, les accueils ou les orientations se font par défaut et non pas par rapport au diagnostic. C'est comme si vous alliez à l'hôpital et qu'on vous charcutait d'un côté alors qu'on a fait le diagnostic, il faut vous charcuter de l'autre. Enfin, il y a quelque part un petit problème. Voilà. Donc la remobilisation, elle passe notamment par une clarification des compétences entre État et département, la mobilisation du secteur associatif, et tout ça en s'inscrivant sur la durée. C'est pour ça que votre projet, j'allais dire de ce point de vue-là, est passionnant. Ce n'est pas un projet à court terme. C'est un projet sur la durée. Excusez-moi, je n'ai pas prévu d'intervenir en premier, mais en réponse. Donc je suis parti dans tous les sens.
Merci à toi, Véronique. Merci aux deux Véroniques qui sont à cette tribune. Je ne suis pas spécialiste des questions de protection de l'enfance. C'est un sujet que j'ai rencontré par le biais de ma délégation au logement, puisque j'étais adjoint à la maire de Paris en charge du logement pendant 9 ans. Et qu'ensuite, à la lumière de ce que j'avais pu constater en tant que maire adjoint au logement, j'ai défendu au Sénat une proposition de résolution transpartisane sur le sujet spécifique des enfants à la rue et vous m'avez demandé d'intervenir là-dessus et j'en dirai quelques mots. D'autres parlementaires communistes qui sont dans cette salle sont plus affûtés que moi sur le sujet de la protection de l'enfance. Je vois Elsa, je vois Jérémy et je crois qu'ils parleront tout à l'heure. Sur la question de l'hébergement, sur la question des enfants à la rue, c'est un sujet que j'ai rencontré à plusieurs reprises. D'abord, tout simplement, quand on tient une permanence et qu'on est aujourd'hui élu local, il n'y a sans doute rien de plus douloureux que d'avoir en face de soi des mamans, parce que c'est quand même en général des mamans, qui viennent vous voir en vous disant qu'elles ne sont pas capables d'apporter les conditions matérielles qui permettent à leurs enfants de vivre dans des conditions dignes. Et bien souvent, cette absence de conditions matérielles dignes, ça se traduit par les difficultés d'accès au logement. Et par ailleurs, en tant qu'élus locaux, nous sommes de plus en plus confrontés, je pense que élus locaux ou élus nationaux, je pense que Elsa et Jérémy le voient aussi dans leur commune, à des enfants qui viennent à l'école, qui se rendent à l'école le matin en ayant passé la nuit dehors. Et c'est un phénomène auquel, depuis 4-5 ans, nous sommes confrontés à Paris, particulièrement dans les arrondissements les plus populaires, je pense au mien, le 18e, et un phénomène qui a d'ailleurs conduit des parents solidaires à se mobiliser, à organiser des hébergements à tour de rôle, des directeurs d'école à ouvrir les dortoirs pour héberger des gamins. Et en tout cas, ça fait 3-4 ans qu'on le voit de plus en plus. Tout ça est accrédité par des chiffres. Je pense en particulier au dernier baromètre de l'UNICEF qui montre qu'on a en moyenne 2000 enfants qui dorment à la rue toutes les nuits, dont un peu plus de 400 qui ont moins de 3 ans. Phénomène en croissance, puisque en augmentation de 120% par rapport aux chiffres de 2021, et chiffres par ailleurs, nous dit l'UNICEF, sans doute sous-estimés, parce qu'on n'a pas toutes les remontées qui permettraient de collecter l'ensemble de ces situations. J'ajoute la situation particulière des jeunes en recours de minorité. On a eu ces dernières années de très grosses occupations, je pense en particulier à la dernière qui a eu lieu à Paris à la Gaîté Lyrique, de ce qu'on appelle des jeunes en recours de minorité, c'est-à-dire des jeunes qui en première instance ont été jugés majeurs, qui donc ne bénéficient pas des dispositifs du département, qui font un recours parce qu'ils contestent la décision qui a été prise en première instance. En principe, le Conseil d'État prévoit que l'hébergement doit être pris en charge par l'État. Ça n'est bien souvent pas le cas. Et le résultat de tout ça, c'est que, et je le dis aussi en tant qu'élu départemental, département et État se renvoient la balle et que ces jeunes, mineurs ou pas d'ailleurs, mais enfin ces jeunes vulnérables, se retrouvent à la rue, renvoyés vers le 115, de fait sans solution. Et sans dispositif particulier s'adressant à eux. On a quelques dispositifs pionniers, il y en a eu un à Paris, il y en a je crois un à Lyon qui doit se mettre en place, visant à s'adresser particulièrement à ces jeunes en minorité, en recours de minorité, c'est-à-dire des centres d'hébergement qui leur sont spécifiquement dédiés et qui leur évitent d'être mélangés avec des sans-abri qui ont un âge beaucoup plus avancé qu'eux. Mais enfin, tout ça est pour l'instant très expérimental et à mon sens, mériterait des solutions beaucoup plus développées. Et j'ajoute à cela près de 30 000 enfants qui sont hébergés à l'hôtel. Or, on le sait, l'hébergement à l'hôtel, ce sont des conditions bien souvent précaires. Une solution qui est évidemment meilleure que de se retrouver à la rue, mais qui est à bien des égards un pis-aller. Quand on sait la qualité des hôtels qui sont proposés, quand on sait par ailleurs qu'à l'hôtel, on n'a pas la possibilité de cuisiner la plupart du temps, et donc des conditions qui sont très très loin d'être qualitatives. J'ajoute que
cette situation du mal logement, cette situation des enfants à la rue ou des enfants hébergés dans des conditions précaires, mais c'est une évidence que je n'ai sans doute pas besoin de rappeler, des conséquences en cascade, des conséquences sur le plan de la santé des enfants. Je parlais de la question de l'alimentation, mais des conséquences sur la santé des enfants, des conséquences sur l'éducation. On peut évidemment très difficilement faire ses devoirs quand on est à l'hôtel et a fortiori quand on dort à la rue. Donc un coût social, un coût pour la société du mal logement ou du mauvais hébergement de ces enfants qu'on va payer sur un très très long terme. À partir de là, nous avons donc souhaité faire adopter par le Sénat une proposition de résolution. Une proposition identique d'ailleurs avait été déposée de façon transpartisane par Marie-Charlotte Garin, députée écolo du Rhône à l'Assemblée nationale, mais je crois qu'elle n'a pas encore été étudiée à l'Assemblée. Elle l'a été au Sénat et elle a été adoptée à l'unanimité. Que dit cette proposition de résolution? Elle dit deux choses. D'abord, la nécessité de créer des places d'hébergement supplémentaires qui permettent de répondre aux besoins et qui permettent d'atteindre l'objectif de ne plus avoir un seul enfant à la rue. C'est la première disposition que nous avons soutenue. La deuxième, c'est d'améliorer la qualité des hébergements et en particulier d'en finir progressivement avec l'hébergement à l'hôtel qui, une fois de plus, héberge mal, coûte cher et nourrit par ailleurs des gens, les hôteliers, qui n'ont pas forcément vocation à être soutenus plus que ça par les pouvoirs publics. Et troisièmement, la nécessité d'avoir une politique du logement qui facilite le passage de l'hébergement à un logement qui soit digne et qui soit pérenne. J'ajoute un élément à ça qui n'est pas dans la résolution, parce qu'on était au Sénat, et Laurence pourra en parler, mais dès qu'on aborde les questions d'immigration, il est plus difficile de rassembler une majorité. Mais la condition pour fluidifier l'accès au logement et pour désengorger les places d'hébergement, c'est la régularisation. Parce que, moi je le vois dans une ville comme la mienne, en centre d'hébergement d'urgence, ce sont des chiffres que je ne diffuse pas trop parce que je vois comment ils peuvent être instrumentalisés. On a entre 60 et 65% de personnes qui n'ont pas de papier. On vient chez moi, on a inauguré il y a quelque temps chez moi un centre d'hébergement, 3/4 des familles qui sont accueillies n'ont pas de papier. Dès lors qu'elles n'ont pas de papier, elles ne peuvent même pas déposer une demande de logement. Dès lors qu'elles ne peuvent pas déposer de demande de logement, elles ne peuvent pas quitter le centre d'hébergement dans lequel elles sont. Donc de fait, elles scotchent des places d'hébergement qui ne peuvent pas profiter à d'autres. Et de fait, ça devient de l'hébergement quasiment ad vitam aeternam. Bon, comme en plus elles ne seront pas expulsées, donc de fait, elles sont condamnées à vivre dans le meilleur des cas en centre d'hébergement, et tout le monde sait que ça n'est pas une solution pérenne. Donc j'y insiste, la condition pour désengorger l'hébergement d'urgence, et Dieu sait s'il est engorgé aujourd'hui, c'est la régularisation des personnes concernées, a fortiori quand certaines d'entre elles travaillent, alors certes de façon clandestine, mais enfin elles travaillent, et donc il faudra inévitablement reposer cette question, parce que sinon on est condamné à avoir une chaîne de l'hébergement et du logement qui restera complètement grippée. Oui, alors d'abord pour compléter ma... Ça marche là ? Oui. Oui. Pour compléter ma présentation, parce que bon, les 39, c'était à Laurence il y a presque décennies. Aujourd'hui, mes principales responsabilités, je suis référent pour le secteur santé, protection sociale, des questions de psychiatrie et représentant du Parti communiste au printemps de la psychiatrie. Alors, je m'excuse, je vais essayer de lire ce que j'ai préparé pour ne pas être trop long, parce que c'est un sujet où j'ai tendance à partir très loin et qui est très complexe. J'espère qu'en même temps que du coup, ça sera quand même compréhensible. Parce que moi, je vais partir de la situation de la psychiatrie pour voir comment, ensemble, avec les autres secteurs du social et du médico-social, on peut améliorer la situation et la santé des enfants. Alors, quand on évoque la psychiatrie, il y a plus forte raison, la pédopsychiatrie, vient tout de suite à l'esprit le manque de moyens d'accueil associé à la catastrophe sanitaire depuis le Covid
qui voit exploser le nombre de décompensations graves liées aux conditions sociales issues du Covid. Ce n'est pas un hasard, ni simplement dû à un manque de moyens. Même si ce manque de moyens est dramatique, il ne suffira pas simplement d'augmenter les moyens. C'est le résultat d'une politique de paupérisation volontairement menée depuis plus de 40 ans. Tous les ans, on diminue le budget de la psychiatrie, qui a été justifiée par une conception pseudo-scientifique ne prenant en compte que la dimension biologique, neurologique des pathologies, niant ainsi aussi bien leur sociogénèse que leur psychogénèse. Et c'est vrai, y compris par rapport, et là je me porte un peu en faux par rapport à notre député qui a intervenu tout à l'heure, c'est vrai, y compris donc, au niveau de l'enfance pour le TDAH et pour l'autisme. Par contre, et je pense que c'est, et quand je dis pseudo-scientifique, parce que c'est une posture idéologique qui caricature les neurosciences, les instrumentalise, mais qui ne s'appuie pas sur les résultats réels des neurosciences. Posture idéologique dominante, et même largement dominante, mais bien idéologique, et donc non scientifique. Il suffirait, et juste par rapport un mot par rapport à ce qu'on dit sur les psychanalystes dans les années 80, qui disaient que c'est la faute des enfants, je rappelle que ça, ce n'est pas de la psychogénèse, c'est de la sociogénèse, et que ces psychiatres, psychanalystes, je les combats radicalement, autant que ceux aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'était des psychiatres qui ne voulaient pas s'occuper des autistes. Ils ne voulaient pas s'occuper de la psychose. Parce que jusque dans les années 80, en fait, les enfants très malades étaient hospitalisés, et dans les CMP, on n'avait que les cas légers. Et je pense que c'est ça qu'il faut effectivement dénoncer aujourd'hui. Il suffirait donc aujourd'hui de traiter avec le symptôme, avec des molécules, éventuellement de normaliser des comportements avec les TCC, les techniques cognitivo-comportementales, au travers de protocoles standardisés qui aboutissent aujourd'hui à une industrialisation du soin et à une conception déshumanisante de la personne. On fait du dépistage, on instaure des traitements symptomatiques sans tenir compte de la cause. La caricature, c'est l'hyperactivité, où l'effet neurodéveloppemental du symptôme devient la cause de la pathologie. C'est-à-dire que le symptôme provoque des troubles neurodéveloppementaux qu'on peut voir au niveau de l'imagerie, mais c'est la conséquence. Et on dit, puisqu'il y a ça sur l'imagerie, c'est la cause. Et donc, on ne s'occupe pas de savoir pourquoi le gamin est hyperactif. Est-ce que c'est parce qu'il voit trop les écrans? Est-ce que c'est parce qu'il a eu des... Moi, par exemple, je me suis occupé d'un gamin qui avait eu une multiplication d'abandons de sa vie depuis l'enfance, depuis le nourrisson, et que donc, pour ne pas risquer de nouveaux abandons, il ne s'attache à personne, et pour ça, il se défend en étant hyperactif. Voilà. Donc, ces causes différentes ne se soignent pas de la même manière. Or, aujourd'hui, on nous dit, c'est juste Ritaline et point barre. Dans cette conception déshumanisée de l'humain, on peut parfaitement segmenter les prises en charge. D'un côté, le travail des structures relevant du social, à côté, celle du médico-social, et encore ailleurs, celle de la pédopsychiatrie. Là, on peut considérer qu'on traite parfaitement le symptôme. Mais si on veut soigner un enfant qui souffre, au-delà du traitement de ses symptômes, il a besoin d'un espace où il puisse être entendu, où on prenne en compte toute la complexité singulière de sa réalité biologique, sociale et psychique, dans sa dynamique propre et son historicité à lui, avec, suivant l'enfant, des prises en charge qui vont être complètement différentes, de groupes individuels, des médiations, du face-en-face, mais quelle que soit la technique utilisée et quel que soit le professionnel, infirmier, psychiatre, éducateur, psychologue, l'essentiel réside dans la qualité de la relation thérapeutique. À ce sujet, je voudrais, en lien avec nos propositions qui sont dans la plaquette là, qu'on nous a donnée tout à l'heure, attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, quand le gouvernement dit prévention, il parle dépistage. La prévention, ce n'est pas le dépistage. La prévention, c'est dénouer les premiers signes qui pourraient aboutir à une pathologie, psychose infantile, autisme, ou à tout le moins éviter que l'enfant ne développe une forme grave de cette pathologie. Ça peut se faire, par exemple, dans le social, au travers des LAP, lieu d'accueil enfants-parents, mais à condition qu'en cas de besoin, le CMP puisse prendre le relais si nécessaire, et tout de suite, et pas 2 ans plus tard, et notamment dans ses missions de prévention de la pédopsychiatrie, et pas que pour déjà prendre en charge des situations qui sont enquistées.
Si on veut soigner l'enfant et non traiter ses symptômes et normaliser ses comportements, lorsqu'il y a plusieurs intervenants de la psychiatrie, du social, du médico-social, on ne peut pas et on ne doit pas se contenter de prise en charge parallèle, segmentée. Un document récent, alors je ne sais plus dans quoi je l'ai vu, préconise l'instauration d'un coordinateur entre ces différents acteurs. On pourrait dire que c'est super, c'est une bonne idée. Or, c'est une fausse bonne solution. C'est typiquement le genre d'usine à gaz de la démarche qualité qui se préoccupe du formel au détriment du concret du soin. C'est-à-dire qu'on va dire, puisqu'il y a un coordinateur, c'est qu'il se cause et donc il n'y a plus de problème. Non seulement ça ne servait à rien dans le concret de la prise en charge de ce gamin-là, mais cela laissera croire qu'on a résolu le problème, qu'il n'y a pas de problème et qu'il est inutile de s'en préoccuper. Alors qu'en fait, si on veut prendre soin de cet enfant-là, il faut que les acteurs de terrain de ces différentes équipes travaillent en complémentarité, en coopération et en collaboration. En complémentarité, ça signifie que je sais qu'une autre équipe s'occupe également de lui, qu'on ne fait pas le même travail, donc a priori, il n'y a aucune raison qu'on soit en rivalité, ce qui est malheureusement trop souvent le cas. En coopération signifie que non seulement je sais qu'il est pris en charge par une autre équipe, mais que cet autre travail est nécessaire aux soins de ce que je fais moi. C'est-à-dire que ce que moi je ne sais pas faire et qu'eux font, c'est nécessaire pour ce que moi je fais. Et je vais donc le soutenir pour qu'il investisse aussi cette autre équipe et pas simplement dire, tu vois, c'est nous les meilleurs. En collaboration signifie enfin que non seulement je considère que ce que fait l'autre équipe est essentiel pour mon travail, mais que nous sommes confrontés avec lui aux mêmes difficultés de compréhension de son équilibre biopsychosocial, en ayant toutefois chacun une vision différente, parce que vue d'un angle différent. Et qu'en partageant nos différentes réflexions, nous pourrons peut-être mieux y arriver, et tout ce travail devant se faire évidemment en associant l'enfant et la famille. Mais je le redis, mettre en œuvre une telle conception du soin ne demande pas seulement des moyens considérables, ça demande avant tout de modifier totalement la conception de l'humain dans notre société. Bonafé disait, alors Fabien a montré qu'il a fait des petits et des émules, donc Bonafé disait, juste après la guerre, « Une société se mesure à la manière dont elle traite ses fous. Aurons-nous la volonté politique de redonner à l'humain la reconnaissance de ses dimensions psychiques et sociales en complémentarité de sa dimension biologique ? Ce qui ne concerne pas que les professionnels de la psychiatrie, ni même élargi aux professionnels de l'enfance, mais bien toute la société. » Merci beaucoup. Donc, je me suis contrainte à avoir un écrit parce que sinon, je parle trop longtemps. Je suis assistante sociale de l'éducation nationale. Actuellement en poste dans un collège en réseau d'éducation prioritaire à Grenoble. Parallèlement, j'exerce une mission départementale en tant que chargée de mission sur 2 problématiques particulièrement sensibles et complexes, qui sont l'absentéisme scolaire et la prostitution des mineurs. Mon engagement quotidien se situe au croisement du travail de terrain et de la coordination institutionnelle. Je travaille à repérer, accompagner et protéger les élèves les plus vulnérables, souvent confrontés à des parcours de vie marqués par les violences, les ruptures et l'exclusion. En 2024, les services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère ont transmis 1238 informations préoccupantes au département concernant 1216 enfants ou 704 familles. Ces signalements représentent 25% de l'ensemble des informations entrantes, faisant de l'éducation nationale le premier contributeur devant le procureur de la République. Au-delà de ces chiffres, à travers mes fonctions, je mesure chaque jour l'impact des inégalités sociales sur le parcours scolaire et personnel des jeunes, mais aussi la nécessité d'un travail collectif entre établissements, services sociaux, justice, santé et associations. Et s'il existe des circulaires et des dispositifs permettant de mieux former les professionnels au repérage et la transmission des situations préoccupantes concernant les mineurs, il n'en demeure pas moins que malgré ces protocoles, l'articulation entre les établissements scolaires et les services de l'ASE reste structurellement faible. Il manque des médecins scolaires, du personnel infirmier, des psychologues, des enseignants spécialisés, des enseignants tout court, des travailleurs sociaux, parce qu'il faut quand même le dire,
il y a une assistante sociale pour 1000 élèves en moyenne et une assistante sociale pour 2000 élèves en zone rurale. L'éducation nationale, en manque de moyens, perd de fait sa culture de l'évaluation pluridisciplinaire. Décloisonner, mieux coopérer, renforcer les coordinations, disons-le, mettre l'accent sur la prévention, nous sommes toutes et tous d'accord. La réalité, c'est que sans moyens, ce sont des intentions vides. Et sur le terrain, ce que nous vivons, ce n'est pas un manque de volonté. C'est une course contre la montre, avec trop peu de moyens pour exercer correctement nos missions. Nous faisons face à une explosion des situations, des référents ASE débordés, des juges pour enfants et des procureurs sous tension, des partenaires associatifs fragilisés par des financements précaires et des dispositifs qui se montent sur des appels d'offres et non plus à projet, à court terme, là où il faudrait une stratégie pérenne et lisible. Alors oui, je parle ici de moyens humains. Nous avons besoin de personnels sociaux, éducatifs et médicaux dans les établissements, mais aussi au sein des services partenaires. Je parle aussi de moyens financiers et surtout de volonté politique claire. Aujourd'hui, l'enfance en danger ou susceptible de l'être est là partout, dans nos écoles, nos quartiers et les foyers. Et on ne peut pas la traiter à moyens constants. Si on veut décloisonner, il faut construire des ponts. Mais pour construire ces ponts, il faut du temps, des bras et des fondations solides. Et c'est là que se trouve notre responsabilité collective, celle de porter une parole lucide, courageuse et exigeante pour que le travail social, l'éducation, la protection de l'enfance ne soient pas de simples missions de gestion, mais des engagements soutenus, reconnus et financés. Et moi, sur les 10 propositions présentées ce matin, que vous avez tous, ce sont les propositions 3 et 4 qui illustrent mon regard de professionnel sur cette exigence.